Un riche PDG passait par là lorsqu'il aperçut deux jeunes garçons vendre leurs jouets préférés pour aider leur mère malade, ignorant que ce moment allait changer leur vie à jamais. Bonjour, c'est votre narrateur préféré, Monsieur Hope, qui vous raconte une autre histoire extraordinaire d'amour et d'espoir. Le vent frais de l'automne balayait Central Park, faisant tournoyer les feuilles mortes près d'un vieux banc où des jumeaux identiques étaient assis tranquillement. Mason et Andrew Miller. Ils se ressemblaient de la tête aux pieds, jusqu'aux grains de beauté assortis sur leur nez. Blottis l'un contre l'autre pour se réchauffer dans la fraîcheur matinale, une petite voiture rouge était posée entre eux, les bords légèrement décolorés, mais toujours brillants sous le soleil. « Quelqu'un va l'acheter, » dit doucement Mason, plein d'espoir, en tournant la voiture dans ses mains. « C'est la meilleure. » Andrew hocha lentement la tête, la nervosité à peine dissimulée, tout en regardant les gens passer. Son estomac gargouillait, mais il l'ignora. Il n'avait pas mangé depuis le petit déjeuner de la veille. Mais ce n'était pas important. Ce qui comptait maintenant, c'était leur mère, pas les malades à la maison, qui avaient besoin de médicaments hors de prix. « Essayons là-bas », suggéra Andrew en désignant la partie la plus fréquentée du chemin, où les professionnels se pressaient. Les garçons s'approchèrent de la foule, masquant leur peur sous un courage tranquille bien au-dessus de leur âge. Leurs yeux bleus vifs suivaient chaque passant, emplis d'un espoir silencieux. « Excusez-moi, monsieur », lança Mason à un homme en costume. « Voulez-vous acheter notre voiture? Elle est vraiment belle. » L'homme les dépassa comme s'ils n'existaient pas. La même chose se reproduisait sans cesse. Les gens passaient, certains les regardaient avec pitié, d'autres faisaient semblant de ne pas voir. « Il faut qu'on fasse plus d'efforts », la voix d'Andrew tremblait. « Maman a besoin de ses médicaments tout de suite. » De l'autre côté du parc, une élégante voiture noire s'arrêta. James Sanders, ajustant la manche de son costume de créateur, écoutait son chauffeur énumérer ses rendez-vous de l'après-midi. À 42 ans, James était le cerveau derrière Sanders Enterprises, une entreprise technologique mondiale réputée pour son innovation et son sens aigu des affaires. « Je vais marcher un peu, » dit-il au chauffeur. « Passez me prendre à l'est dans 15 minutes. » James marchait d'un pas rapide, l'esprit bourdonnant de profit, de graphique et de réunions stratégiques. Il prêtait à peine attention au monde qui l'entourait, jusqu'à ce qu'une petite voix grave perce ses pensées. « Monsieur, voulez-vous acheter notre voiture ?» Il s'arrêta. Il y avait quelque chose d'urgent, presque de désespéré dans sa voix. Il se retourna et vit deux garçons, identiques, aux visages anxieux, le regardant. L'un d'eux tendit la petite voiture rouge comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. « On la vend », dit le garçon. « Elle est rapide, les portes s'ouvrent aussi. » James fixait la voiture, un étrange poids pesant sur sa poitrine. Leur visage était empreint d'honnêteté. À la façon dont il tenait le jouet, quelque chose en lui s'éveilla, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « Combien ?» demanda-t-il, presque inconscient d'avoir parlé. Les garçons échangèrent un regard. « Tout ce que tu peux donner », dit le garçon qui tenait la voiture. « On a vraiment besoin d'argent, notre mère est malade. » James examina le jouet. Il était visiblement précieux, propre, malgré les bords usés et les petites empreintes de doigts effacées dans le plastique. Sans hésiter, il sortit son portefeuille et lui tendit quelques gros billets. « Tiens, » dit-il. Les yeux des garçons s'écarquillèrent. C'était plus qu'il n'avait osé espérer. Mason lui tendit prudemment le jouet, hésitant une seconde avant de le lâcher. « Merci, monsieur, » dit Andrew d'une voix tremblante. « Ça va vraiment aider notre mère. » James glissa le jouet dans sa poche en regardant les garçons s'emparer de l'argent et s'enfuir. Il aurait dû retourner à ses réunions, à ses numéros, mais il resta immobile, les regardant disparaître. « Suivez-les, » dit-il doucement à son chauffeur. « Je veux savoir où ils habitent. » La voiture noire suivit les garçons tandis qu'ils traversaient des rues défoncées en direction d'un immeuble en ruine dans un quartier oublié de la ville. James fixait le jouet dans sa main. Il semblait plus lourd maintenant. Cela faisait des années que rien n'avait perturbé l'ordre établi de son monde. Des années durant, il rêvait d'autre chose que du profit et de la croissance. James Sanders ne croyait pas au destin, mais tandis qu'il observait les jumeaux depuis la voiture, une voix intérieure lui murmurait que ce moment comptait, que c'était le début de quelque chose de significatif. Son véhicule de luxe semblait totalement déplacé devant l'immeuble en ruine dans lequel les garçons entrèrent. Toujours avec son jouet à la main, James resta silencieux. « Attends-moi, » dit-il au chauffeur, descendant sans pouvoir s'arrêter.
À l'intérieur, l'air sentait l'humidité et l'abandon. James gravit l'étroit escalier jusqu'au 4e étage, suivant le faible son des voix des garçons. Il s'arrêta devant une porte à la peinture écaillée et frappa fermement. La porte grinça et l'un des jumeaux jeta un coup d'œil, la peur et la confusion dans le regard. « C'est l'homme du parc » cria-t-il à son frère. La porte s'ouvrit plus largement, révélant les deux garçons debout côte à côte, le visage incertain. Dans la petite pièce, James aperçut une femme pâle allongée sur un matelas fin. « Puis-je entrer » demanda-t-il d'une voix habituellement ferme, désormais douce. Après un instant d'hésitation, les garçons s'écartèrent. L'appartement était petit et visiblement usé par le temps et les difficultés, mais il était propre. Ce qui frappa le plus James, c'était l'absence de tout superflu. Pas de décoration, pas d'excès, juste le nécessaire pour survivre. « Maman se repose » murmura l'un des jumeaux. James devina qu'il s'agissait d'Andrew, sans en être sûr. Sur le mince matelas gisait Emily Miller, inconsciente, la respiration courte et irrégulière. Bien que la maladie ait aminci son visage, il affichait encore les traits doux de ses fils, désormais masqués par l'épuisement et la douleur. « Depuis combien de temps est-elle comme ça » demanda James Dawson. « Depuis des semaines » répondit Mason d'une voix lourde d'inquiétude. Ses petites épaules s'affaissaient sous le poids des responsabilités, bien au-delà de son âge. Son état empire. James s'agenouilla près du matelas et toucha doucement le bras d'Emily. Sa peau était brûlante, elle avait de la fièvre. Elle a besoin d'être hospitalisée, dit-il fermement. Nous n'avons pas d'argent, murmura Andrew. C'est pour ça qu'on vendait la voiture. James regarda le jouet dans sa poche. Puis il regarda les garçons, épuisés, anxieux, bien trop jeunes pour ce genre de fardeau. Quelque chose s'éveilla au plus profond de lui, un sentiment longtemps enfoui. Je m'en occupe, dit-il avec une assurance tranquille. Les jumeaux échangèrent des regards hésitants. Comment pouvons-nous vous rembourser demanda Mason, s'accrochant toujours à l'argent comme si c'était la seule chose qui les soutenait. Les traits de James s'adoucirent. Tu l'as déjà fait, répondit-il. Tu m'as vendu ta voiture, tu te souviens. Maintenant, c'est mon tour. Il ne dit rien de plus. Avec précaution, il prit Emily dans ses bras. Elle gémit doucement, à peine cohérente, trop faible pour comprendre. Les jumeaux suivirent rapidement James, qui portait leur mère dans l'étroit escalier jusqu'à sa voiture. « Où allons-nous » demanda Andrew, sans lâcher la main de sa mère. « À ceux qui peuvent l'aider » répondit James, déjà au téléphone. Alors que la voiture s'éloignait du bâtiment en ruine, James ne cessait de se demander pourquoi il s'était impliqué. Pendant des années, sa vie était enfermée dans la routine, ses émotions cloisonnées. Il a construit son succès étape par étape, se fortifiant contre les souffrances du passé. Mais il y avait quelque chose chez ces garçons, leur courage discret, leur amour désespéré, qui brisait ces murs. Dans le rétroviseur, James les aperçut, deux petites silhouettes, et il comprit quelque chose. Sa vie, autrefois distante et calculée, était désormais intimement liée à la leur. À l'hôpital, les portes des urgences s'ouvrirent automatiquement tandis que James portait Emily à l'intérieur. Les jumelles le suivaient de près, les yeux écarquillés d'inquiétude. Sa présence, confiante et autoritaire, interrompait les procédures habituelles. Les médecins ont immédiatement entouré Emily, tandis que les infirmières guidaient doucement les garçons vers les sièges à côté. Déshydratation sévère, possible insuffisance rénale, murmura un médecin en vérifiant les constantes d'Emily. Depuis combien de temps est-elle dans cet état demanda-t-il. Plusieurs semaines, répondit James, les yeux rivés sur l'activité médicale. Ira-t-elle demanda-t-il à nouveau. Le visage du médecin resta indéchiffrable. Elle a besoin de soins immédiats. Êtes-vous de la famille? James marqua une pause avant de répondre. Oui, dit-il, se surprenant lui-même. Les résultats des analyses l'ont confirmé. Une maladie rénale avancée nécessitait une dialyse urgente. James n'a pas hésité. Il signa chaque document, débloqua son assurance et approuva toutes les démarches. C'était comme s'il connaissait cette femme depuis toujours. Les heures passèrent. James était maintenant assis entre les jumeaux dans un couloir calme de l'hôpital. Il s'appuyait sur lui, fatigué mais luttant contre le sommeil. Ils n'avaient pas quitté leur mère jusqu'à ce qu'on leur demande de sortir pour une intervention. « Maman va-t-elle mourir » demanda Andrew doucement, la voix tremblante. James le regarda et vit la peur,
ses yeux bien trop familiers avec les épreuves. Non, dit-il calmement. Elle est entre de bonnes mains maintenant. Mais qu'en sera-t-il après? Demanda Mason, tout aussi inquiet. On ne peut pas rester à l'hôpital pendant qu'elle va mieux. La question persistait dans le silence. James était tellement concentré sur le sauvetage d'Emily qu'il n'avait pas pensé à la suite. Mais l'idée de renvoyer les garçons dans cet appartement froid et vide lui semblait insupportable. « Tu resteras avec moi, » dit-il, avant de réaliser qu'il avait déjà pris sa décision. « Jusqu'à ce que ta mère aille mieux. » Les jumeaux échangèrent un regard, mi-choqués, mi-émerveillés. « Ta maison doit être grande, » dit Andrew en essayant de l'imaginer. « Elle l'est, » répondit James. Et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit gêné par sa richesse. Il y a largement assez de place pour vous deux. Plus tard, une fois Emily stable et reposant paisiblement, une infirmière est arrivée avec des formulaires et a demandé qui s'occuperait des garçons. James n'a pas hésité. Sa voix était posée, son engagement clair. Il n'y avait aucune place pour le doute. Alors qu'il partait, James regarda les jumeaux se pencher et embrasser le front de leur mère. Leur tendresse et leur force face à la douleur réveillèrent en lui quelque chose qu'il croyait disparu depuis longtemps. Le trajet jusqu'à la propriété de James se fit en silence. Les garçons étaient assis côte à côte sur la banquette arrière, chuchotant de temps en temps, observant le paysage changer. De la ville animée aux banlieues tranquilles, pour finalement emprunter une route privée bordée d'arbres. Lorsque la voiture s'arrêta devant la majestueuse demeure de James, les jumeaux restèrent bouche bée. Malgré leur fatigue, leurs yeux s'écarquillèrent d'admiration à la vue de la grande maison qui brillait doucement sous les lumières du jardin. « Tu vis seul ici ?» demanda Mason en sortant, les yeux émerveillés. James hocha doucement la tête. Pour la première fois, il voyait la taille de sa maison avec les yeux d'un enfant. C'était impressionnant, certes, mais c'était aussi froid, sans vie et déconnecté. « Pas ce soir, » dit-il doucement en les guidant vers la haute porte d'entrée. « Ce soir, tu es avec moi. » Le lendemain matin, un soleil doré filtrait à travers les hautes fenêtres. Mason et Andrew déambulaient prudemment dans le manoir, toujours incertains de la réalité de ce qu'ils voyaient. La maison était immense, imposante par sa taille. Des lustres scintillaient au plafond. Des tableaux de luxe ornaient les murs. D'interminables couloirs menaient à des pièces qu'ils n'avaient pas encore découvertes. « Tu crois qu'il y a une piscine ?» chuchota Andrew, un peu excité. « Je suis sûr qu'il y en a 3. » répondit Mason en caressant la rampe de marbre. Leur chambre d'amis était plus grande que tout leur ancien appartement. Les lits étaient moelleux comme des nuages. Bien qu'ils s'inquiétèrent encore pour leur mère, l'émerveillement et la joie recommencèrent à s'éveiller. La magie de l'enfance ravivée par ce nouveau monde étrange. Depuis la porte de son bureau, James les observait, une tasse de café à la main. Il avait déjà passé plusieurs appels, s'assurant que le traitement d'Emily se poursuivrait, reportant des réunions, demandant à sa cuisinière bourrue, Madame Sanchez, d'acheter des provisions pour les enfants. Il ne pouvait pas encore s'expliquer pourquoi il faisait tout ça. « L'hôpital a appelé, » dit-il, quand les jumeaux ont jeté un coup d'œil dans la chambre. « Ta mère va mieux? Elle répond bien au traitement. » Leurs visages identiques s'illuminèrent de soulagement. « On peut la voir aujourd'hui ?» demanda Andrew, plein d'espoir. « Cet après-midi, » répondit James. « Avez-vous mangé ?» Les garçons secouèrent la tête. James les conduisit à la cuisine, où Madame Sanchez préparait le petit déjeuner. Elle haussa un sourcil en direction des invités inattendus, mais ne dit rien en servant. « Mange !» dit James en jetant un coup d'œil à son téléphone, plein d'appels sans réponse. Les garçons n'eurent pas besoin d'une seconde invitation. Ils se mirent à table, comme s'ils n'avaient pas mangé depuis des jours. Un peu plus tard, alors que James travaillait, un brouhaha dans le couloir attira son attention. « Tu n'as pas le droit d'entrer, » dit Madame Sanchez fermement, d'une voix calme et ferme. James ouvrit la porte et trouva Mason en train de jeter un coup d'œil dans une pièce au bout du couloir, une pièce fermée depuis longtemps et jamais entrée. « Cette porte est toujours verrouillée, » expliqua Madame Sanchez en jetant un coup d'œil à James. « Je leur ai dit. »« Tout va bien, » dit James, d'un ton crispé. Il se tourna vers les jumeaux. « Toute la maison est ouverte, mais pas cette pièce, compris ?» Les garçons hochèrent la tête, surpris par le changement soudain de sa voix. Cet après-midi-là, le chauffeur de James emmena les jumeaux à l'hôpital. Emily était réveillée mais encore faible, les yeux remplis de larmes à la vue de ses enfants. « Mes garçons, » murmura-t-elle en les serrant dans ses bras avec le peu de force qu'elle avait, « j'avais tellement peur. »
Monsieur Sanders nous laisse rester chez lui, maman, rapporta Andrew avec enthousiasme. C'est immense. Emily regarda James, qui se tenait à proximité. Je ne sais pas comment vous remercier. Dit-elle doucement. Pas besoin de merci, répondit James, ferme mais gentil. Le médecin entra pour faire le point dans un langage simple et compréhensible pour les garçons. Les reins de ta mère ne fonctionnent pas correctement, expliqua-t-il. Nous purifions son sang pendant que son corps guérit. Est-ce qu'elle ira bien? Demanda Mason, serrant toujours fermement la main de sa mère. Avec du temps et des soins, oui, répondit le médecin, mais ce ne sera pas rapide. Sur le chemin du retour, les garçons restèrent silencieux, assimilant tout ce qu'ils avaient entendu. Puis Andrew rompit le silence. « Pourquoi nous aidez-vous » James regardait par la fenêtre, observant le monde défiler. C'était une question qu'il se posait sans cesse. Pendant des années, il avait volontairement construit une vie coupée des autres pour éviter la douleur de la perte. Parfois, finit-il par répondre, les gens ont simplement besoin d'aide. Mais il savait que ce n'était pas tout à fait vrai. Cette nuit-là, James se tenait devant la pièce fermée à clé, au bout du couloir. La clé tremblait légèrement dans sa main. À l'intérieur se trouvaient des fragments d'un passé qu'il avait tenté d'enterrer. Des photos, des jouets, des souvenirs qu'il n'avait pas regardés depuis des années. Il pressa la clé une fois, puis la laissa retomber à ses côtés. Pas encore, peut-être jamais. Derrière lui, la maison, autrefois un monument froid au succès, semblait désormais différente, pleine de sons, d'énergie et de vie. Réconfortant, mais terrifiant. Une semaine s'écoula, tranquillement, mais avec un sentiment de changement. James commença à se réveiller plus tôt, plus à l'écoute des rires, des pas et des murmures dans les couloirs. Le manoir, autrefois silencieux, bourdonnait désormais d'énergie. Son personnel s'adapta rapidement. Madame Sanchez remplaça les vins fins et les thés importés par des céréales et des encas. Même le jardinier, habituellement silencieux, avait maintenant 2 petites ombres qui s'enquéraient constamment de chaque plante et de chaque arbre. Sanders. Mason jeta un coup d'œil dans le bureau de James pendant qu'il tapait. « On peut aller voir maman aujourd'hui » James regarda sa montre. « Après le déjeuner. Comment est notre chambre » demanda Andrew avec empressement. « C'est génial. Mason sourit. » Andrew trouva un échiquier dans le placard. « Tu sais jouer » James marqua une pause. « Je le savais avant. Tu pourrais nous apprendre un jour » demanda Mason, le visage rayonnant d'espoir. James ne pouvait pas refuser cette expression. « Peut-être, » répondit-il en retournant à son travail. Mason resta sur le seuil une seconde de plus avant de s'éloigner discrètement, laissant James étonnamment touché par cette simple requête. À l'hôpital, la guérison d'Emily était évidente. Ses joues avaient repris des couleurs et elle s'asseyait maintenant, serrant ses enfants contre elle. « Les médecins disent que je réponds bien au traitement, » dit-elle à James, tandis que les jumeaux exploraient joyeusement la petite pièce. « Je ne sais pas comment je pourrais te remercier. »« Non, » dit James doucement. « Ce qui compte, c'est que tu vas mieux. » Pendant que les jumeaux discutaient avec une infirmière enjouée, Emily observait James en silence. « Tu n'as pas d'enfant, n'est-ce pas » demanda-t-elle doucement. James se raidit légèrement. « Plus maintenant » répondit-il. Après une pause, il ajouta « Je l'ai déjà fait. » Les yeux d'Emily s'écarquillèrent légèrement, percevant la douleur profonde derrière ces mots. Mais avant qu'elle puisse en dire plus, Andrew l'appela, et le moment passa. Cette nuit-là, le silence du manoir fut rompu par un bruit de verre brisé. James et Madame Sanchez se précipitèrent au salon, où ils trouvèrent Mason figé sur place, les yeux fixés sur un vase ancien brisé posé par terre. « Je suis désolé, » balbutia Mason, la peur dans la voix. « Je ne voulais pas le casser, je regardais juste. » James regarda les éclats. Autrefois une pièce rare achetée lors d'une vente aux enchères prestigieuse, maintenant brisée. « Tu es blessé » demanda-t-il calmement. Mason secoua la tête, visiblement prêt à recevoir une punition. « Bien, » répondit James. « Madame Sanchez, pourriez-vous nettoyer » Il se retourna et retourna dans la salle à manger, laissant Mason stupéfait. « Vous n'êtes pas fâché » demanda le garçon, hésitant à le suivre. James Esserita. « C'est comme ça, » dit-il. « On peut remplacer les choses. » Cette nuit-là, James n'arrivait pas à dormir. En parcourant les couloirs, il passa devant la chambre des jumeaux et entendit de légers sanglots. Il hésita, puis ouvrit doucement la porte. Andrew était assis sur le lit, en pleurs. Mason dormait profondément à ses côtés.
Pourquoi pleures-tu? Demanda James doucement. Maman me manque, murmura Andrew. Et si elle ne guérissait pas? James s'assit au bord du lit, la voix calme. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent, elle reprend des forces. Andrew leva les yeux, la peur au visage. Notre père est mort quand nous avions 5 ans, a-t-il dit. Maman nous disait que parfois, les gens ne reviennent pas. La simple vérité a frappé James plus fort qu'il ne l'aurait cru. Sans réfléchir, il tendit la main et tapota doucement l'épaule d'Andrew. Elle reviendra, dit-il avec certitude. Essayez de dormir. En quittant la pièce, James sentit quelque chose changer en lui. Un changement qu'il ne pouvait expliquer. C'était comme une petite fissure dans les murs qu'il avait construits autour de son cœur. Une fissure qui laissait entrer la tristesse. Et quelque chose de plus doux qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. 2 semaines après l'arrivée des jumeaux, le manoir semblait complètement transformé. Des manuels scolaires étaient éparpillés sur la table à manger. James avait mis en place un système d'enseignement à domicile temporaire. De minuscules vestes côtoyaient désormais des manteaux de créateurs dans le hall d'entrée. La maison, autrefois silencieuse, était animée par les rires, les pas et les conversations. Et maintenant, le jour tant attendu arrivait enfin. Emily rentrait chez elle pour poursuivre son traitement. Le chauffeur de James est venu la chercher à l'hôpital tandis que les jumeaux attendaient avec impatience devant la porte d'entrée. « Maman !» crièrent-ils à l'unisson, en courant à l'approche de la voiture. Emily sortit lentement, encore faible, mais son visage rayonnait à nouveau. Elle ouvrit les bras et les garçons la prirent dans leurs bras. Depuis la porte, James observait en silence, un sentiment grandissant dans sa poitrine. Emily leva les yeux et croisa son regard. Elle sourit, sincère, chaleureuse. Quelque chose remua dans la poitrine de James. « Bienvenue à la maison », dit-il simplement tandis qu'ils approchaient. « C'est tellement énorme », dit Emily, émerveillée par la taille de la maison. « On ne veut pas être un fardeau. »« Tu ne le es pas », interrompit James, ferme. « Le médecin a dit que tu avais besoin de repos et d'un traitement continu. C'est ici que tu les trouveras. » Madame Sanchez est arrivée pour aider Emily à rejoindre sa chambre, mais les jumeaux lui ont rapidement proposé de lui faire visiter la maison, impatients de lui montrer chaque recoin de leur nouveau monde. Ce soir-là, c'était la première fois qu'ils étaient tous les 4 assis à table. Les jumeaux racontaient des histoires sur le jardin, les leçons d'échecs inattendues de Jimmy et leur fascination pour son télescope. « Tu as donné des cours d'échecs » demanda Emily en souriant. James hocha légèrement la tête, presque penaud. Ils demandèrent. « Il est vraiment doué, maman » intervint Andrew. « Il a dit que nous apprenons vite grâce à notre raisonnement particulier. » James a ajouté qu'ils apprennent vite. Le sourire d'Emily s'élargit. Ils l'ont toujours été. Mais son expression est devenue sérieuse. « Il faut qu'on parle de la suite. Le médecin dit que j'ai besoin d'un traitement à long terme et que je dois trouver un emploi qui s'y adapte. »« Un pas à la fois, » dit James, calmement et sereinement. « Vos rendez-vous sont pris, on s'occupera du reste plus tard. » Après le dîner, les jumeaux endormis, James trouva Emily à la bibliothèque. Elle se tenait devant une étagère remplie de photos, des photos de ses parents et de ses événements professionnels marquants, des souvenirs soigneusement choisis, mais les espaces vides entre les cadres étaient tout aussi parlants, des vides qui suggéraient un manque. « Merci », dit doucement Emily, les yeux toujours rivés sur l'étagère. « Pas seulement pour l'hôpital, mais aussi pour offrir à mes garçons un endroit où ils se sentent en sécurité. C'est rare pour eux. » James se tenait sur le seuil, silencieux. « Ce sont des enfants incroyables, » répondit-il. « Ils ont parlé d'une pièce toujours fermée à clé, » dit doucement Emily en se tournant vers lui. Il pensait qu'elle était pleine de trésors. Le corps de James se tendit légèrement. « Ce n'est qu'un entrepôt, » dit-il rapidement, sans conviction. Emily le regarda calmement, bienveillante. « Je comprends le besoin de préserver notre intimité, » dit-elle. « Nous avons tous des parties de nous-mêmes que nous voulons garder secrètes. » Sa voix était dépourvue de jugement, seulement d'une compréhension sereine. Cela a touché James plus profondément qu'il ne l'aurait cru. Pendant des années, son passé avait été traité comme du verre brisé. Mais la simple acceptation d'Emily lui a fait l'effet d'une douce caresse sur une vieille blessure. « James, » dit-elle doucement. « Appelle-moi Jimmy, » répondit-il. Elle hocha la tête. « Très bien, Jimmy. » Un silence s'installa entre eux, lourd de mots qu'aucun d'eux n'était prêt à prononcer. « Je devrais me reposer, » dit Emily au bout d'un moment. « Il est tard, Jimmy. »« Bonne nuit, » dit-il.
Après son départ, Jimmy se servit un verre et resta assis seul, se demandant comment ces inconnus avaient pu s'intégrer à ce point à sa vie et avec quelle rapidité ils avaient bouleversé son monde. Ce qui l'effrayait le plus, c'était à quel point il les aimait déjà, et à quel point il était terrifié à l'idée de les perdre. Il glissa rapidement la main dans sa poche et en sortit la petite voiture rouge. Sous la lumière de la lampe, il caressa du pouce la peinture rayée. C'était incroyable de voir comment quelque chose d'aussi petit avait brisé le monde dur qu'il avait construit. Il était assis dans son bureau. Des rapports trimestriels étaient empilés devant lui, intacts. Par les hautes fenêtres, il entendait le rire des jumeaux qui jouaient au foot sur la pelouse. Ce bruit autrefois inimaginable dans cette maison emplissait désormais l'air. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le retour d'Émilie. Ses forces lui revenaient, et ce qui devait être temporaire semblait désormais sans fin. Jimmy ne savait pas quoi penser de cela. Son téléphone vibra. Un message de son assistante de direction. Réunion du conseil d'administration. Demain à 9 heures. Présence confirmée. Il l'observa, puis répondit « Confirmé » et posa le téléphone. Sans hésitation, la porte du bureau s'ouvrit. « Monsieur Jimmy » dit Andrew en jetant un coup d'œil. Maman a dit que le déjeuner était prêt. Dès qu'Émilie avait les forces nécessaires, elle insistait pour cuisiner elle-même. Elle disait que c'était sa façon de contribuer, même si Jimmy la décourageait constamment de se surmener. Avec le temps, ces repas simples sont devenus une sorte de rituel, un prétexte pour réunir tout le monde autour de la table. « J'arrive tout de suite » dit Jimmy. Andrew entra, hésitante. « Puis-je te demander quelque chose ?» Jimmy hocha la tête, l'invitant à entrer. « Pourquoi tu portes toujours cette petite voiture sur toi ?» demanda le garçon en désignant la poche de Jimmy. « Celle qu'on t'a vendue ?» Jimmy toucha instinctivement le contour du jouet dans sa poche. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. Andrew s'est approché. « C'était à papa, a-t-il dit. Il nous l'a donné avant de mourir. » Jimmy se sentit soudain incoupable. « Je ne sais pas, » dit-il. « Je devrais le lui rendre. » Andrew secoua la tête. « Non, c'est à toi. On l'a vendu. Maman dit que lorsqu'on fait un marché, on le respecte. » Silence. Andrew le regarda, une étrange profondeur dans le regard. « Tu as eu un enfant ?» demanda-t-il. « C'est pour ça que cette pièce est toujours fermée ?» La question fit l'effet d'un coup de poing. Dans le monde des affaires, personne n'osait jamais évoquer le passé de Jimmy, surtout pas à ce point. Mais Andrew n'en savait rien. Son honnêteté était franche et sans filtre. « Je le savais, » dit Jimmy lentement. « Un fils. Que s'est-il passé ?» Jimmy aurait pu esquiver la question. Il aurait pu se cacher derrière les murs qu'il avait construits. Mais cette fois, il a choisi une autre voie. Il a dit qu'il y avait eu un accident de voiture. Avec ma femme. Ils n'ont pas survécu. Andrew est resté silencieux. Puis il a dit quelque chose qui semblait bien au-dessus de son âge. C'est pour ça que tu nous as aidés. Parce que nous te faisons penser à lui. Jimmy regarda au loin, incertain de la réponse à donner. Peut-être, dit-il. Maman dit que les gens se croisent pour une raison. Andrew Judah. Peut-être que nous sommes entrés dans ta vie pour t'aider aussi. Avant que Jimmy puisse dire quoi que ce soit, Mason est apparu à la porte. Allez, c'est soirée spaghetti. Andrew sourit et suivit son frère. Arrivé à la porte, il se retourna et dit « Vous devriez manger avec nous, monsieur Jimmy. C'est plus amusant quand on est tous ensemble. » Ce soir-là, les rires revinrent dans la salle à manger. Les jumeaux racontèrent avec animation leur match de foot. Leurs visages rayonnaient d'excitation. Émilie les observait fièrement. Jimmy était silencieux, se contentant d'observer. Et pour la première fois depuis très longtemps, il ressentit quelque chose qu'il avait presque oublié. La paix. Jimmy resta assis en silence, observant la scène qui se déroulait devant lui. La salle à manger autrefois formelle, autrefois réservée aux dîners d'affaires et aux réunions sérieuses, était désormais remplie de chaleur, d'histoire et de liens authentiques. Il la reconnaissait à peine. Les jumelles ont dit que vous aviez une réunion du conseil d'administration demain. Dit Émilie en débarrassant la table, malgré la présence de Madame Sanchez, parfaitement capable de tout faire. Oui, répondit Jimmy. Mais je serai de retour avant ce soir. Émilie hocha la tête. Tout ira bien. C'est bien que tu reprennes ta routine habituelle. Mais tandis que Jimmy observait la table, les rires, le repas partagé, la plénitude de tout cela, quelque chose changea en lui. Cela ne ressemblait pas à une rupture temporaire avec sa vie normale. C'était ce que la normalité devrait être.
et cette prise de conscience le laissa profondément perturbé. Le lendemain, la réunion du conseil d'administration lui parut interminable. Jimmy ne cessait de consulter sa montre, ses pensées remontant au manoir et aux personnes qui l'attendaient. Lorsque le directeur financier l'interrogea sur les prévisions trimestrielles, il dut lui demander de répéter sa question, une première. « Ça va, Jimmy ?» demanda le directeur des opérations pendant une pause, l'air inquiet. « Je vais bien. » répondit-il brièvement. Finissons scène. À son retour, le soleil était déjà couché et la maison était inhabituellement calme. Il suivit des voies douces jusqu'à la chambre des jumeaux et trouva Emily assise au chevet de Zach, l'inquiétude sur le visage. « Que s'est-il passé ?» demanda rapidement Jimmy, remarquant les rougeurs sur les joues du garçon. « Il a de la fièvre » expliqua Emily. « Elle est montée brusquement cet après-midi. » Zach le regarda faiblement. « Bonjour, monsieur Jimmy. » Andrew était assis de l'autre côté de la pièce, observant attentivement son frère. « Il a vomi 2 fois, rapporta-t-il sérieusement. Jimmy s'approcha en silence, observant la respiration haletante et les yeux vitreux de Zach. Il sortit aussitôt son téléphone et appela son médecin traitant. « Il sera là dans 20 minutes, annonça-t-il après l'appel. Emily parut surprise. « Une visite à domicile? Ce n'est pas nécessaire. »« Si, » dit Jimmy fermement. « Nous ne savons pas si c'est lié à votre état ou si c'est contagieux. Mieux vaut prévenir que guérir. » Le médecin est arrivé comme promis. Après un examen, il a confirmé qu'il s'agissait d'un virus banal. Aucun danger grave. Du repos, des liquides et du temps étaient tout ce dont Zach avait besoin. Mais même avec cette assurance, Jimmy ne parvenait pas à se détendre. Il n'arrêtait pas de surveiller le garçon toute la nuit. Lors d'une de ses visites, il trouva Emily endormie sur la chaise, la main toujours posée sur le front de Zach. Son visage exprimait une profonde fatigue. Silencieusement, Jimmy drapa une couverture sur ses épaules et se tint à côté d'eux, observant ce spectacle paisible. Et dans sa poitrine, il ressentit une légère douleur, une sensation qu'il ne parvenait pas à nommer. Au matin, la fièvre de Zach avait baissé. Jimmy avait annulé tous ses rendez-vous et travaillé de chez lui. Il gardait un œil sur le garçon. Cet après-midi-là, Zach était assis, sirotant du thé au gingembre, tandis qu'Andrew lui racontait une histoire un peu trop dramatique pour le faire rire. « Tu n'es pas obligé de rester, » dit Emily en voyant Jimmy à la bibliothèque. « On peut prendre soin de nous. »« Je veux juste m'assurer qu'il va bien, » répondit Jimmy, les yeux toujours rivés sur son ordinateur. Emily l'observait en silence. « Tu les aimes ?» dit-elle. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Jimmy hésita. « Moi? Oui, on t'appelle Monsieur Jimmy maintenant, et non plus Monsieur Sanders, » ajouta Emily. « Ça veut dire qu'ils te font confiance. Ils sont habitués à toi. Et toi? Tu as peur qu'ils s'habituent trop à toi? » demanda Jimmy d'un ton bas, mais révélateur. Emily soupira et s'assit en face de lui. « On ne peut pas rester ici éternellement, Jimmy. Un jour, je serai suffisamment rétabli pour travailler. Il faudra qu'on trouve notre propre logement. Je dois leur apporter de la stabilité, quelque chose qui ne dépende pas de la gentillesse d'autrui. » Elle marqua une pause. Le médecin dit que je réagis mieux que prévu. Je pourrais peut-être réduire mes séances à 1 fois par mois. J'ai déjà commencé à chercher des appartements dans notre budget. Un frisson s'insinua dans la poitrine de Jimmy. « Il n'y a pas d'urgence ?» dit-il doucement. « Si, répondit doucement Emily. « Plus nous resterons, plus il nous sera difficile de partir. » Il n'avait pas de réponse. En affaires, il n'hésitait jamais. Mais ce n'était pas du business. C'était la vie. Émotionnelle, chaotique et imprévue. Les choses même qu'il avait longtemps cherché à éviter. « Tu as déjà tant fait pour nous, » dit Emily en se dirigeant vers la porte. « Mais on ne peut pas compter sur toi éternellement. » Elle s'interrompit. « Et si je te demandais de rester ?» demanda soudain Jimmy. Emily se retourna, surprise. Son expression était un mélange de surprise, de prudence et de chaleur. « Pourquoi voudrais-tu ça ?» demanda-t-elle doucement. Jimmy n'avait pas de réponse. Pas encore. Il n'y avait pas de mots pour exprimer ce qu'il ressentait. Cette nuit-là, Jimmy se tenait de nouveau devant la pièce fermée. La clé tremblait légèrement dans sa main. Cela faisait 5 ans qu'il n'avait pas ouvert cette porte. À l'intérieur se trouvait la chambre de Carlos, celle de son fils. Un espace parfaitement préservé, intact depuis le jour de l'accident. La question d'Esmeralda résonna dans son esprit comme un murmure qu'il ne pouvait ignorer. « Et si je te demandais de rester ?»
Une question qui lui avait échappé sans le vouloir, mais qui révélait plus qu'il n'était prêt à l'admettre. Il prit une grande inspiration et glissa la clé dans la vieille serrure. Un léger clic résonna dans le couloir. Un bruit sourd qui résonna comme le tonnerre dans le silence. Il ouvrit lentement la porte. La lumière du couloir captait la poussière en suspension dans l'air, la faisant danser comme des souvenirs qui revenaient à la vie. Rien n'avait changé. Les murs bleus arboraient encore des autocollants représentant le système solaire. La bibliothèque était encore remplie de romans d'aventure. Sur le lit, la couette à thème de vaisseau spatial était toujours froissée, exactement comme la dernière fois que Carlos l'avait utilisée. Conformément aux instructions de Jimmy, Madame Sanchez n'avait jamais touché à la pièce. Sur la table de nuit se trouvait une photo encadrée de Jimmy, Carlos et Sarah sur une plage, prise lors de leurs dernières vacances ensemble. Jimmy entra et prit une des petites voitures sur l'étagère. Elle ressemblait comme deux gouttes d'eau à celles que Mason et Andrew lui avaient vendues. Carlos aussi adorait les petites voitures. « Monsieur Jimmy ?» Il se retourna vivement. Andrew se tenait sur le seuil, les yeux écarquillés, visiblement incertain d'avoir le droit d'être là. « Tu ne devrais pas être ici, » dit Jimmy d'une voix rauque. « Désolé, » murmura Andrew. « J'ai entendu la porte s'ouvrir et j'ai piqué ma curiosité. » Il jeta un coup d'œil circulaire à la pièce, l'observant lentement, et comprit peu à peu. « C'était la chambre de ton fils, » dit-il doucement. Jimmy hocha la tête, incapable de parler. « Comment s'appelait-il? » « Carlos, » répondit doucement Jimmy. « Il avait notre âge, » dit Andrew. « N'est-ce pas? » « Il l'aurait eu, » répondit Jimmy. « Il avait 5 ans quand. » Il s'interrompit. Andrew s'approcha et s'arrêta devant la photo sur la table de nuit. « Tu as l'air heureux là, » dit-il, vraiment heureux. « Nous l'étions, » répondit Jimmy. Andrew regarda la photo un instant, puis sourit doucement. « Ma mère dit que notre père veille sur nous depuis le ciel. Peut-être que Carlos veille sur toi aussi. » Cette simple conviction frappa Jimmy plus fort qu'il ne l'aurait cru. Il s'assit lourdement au bord du lit, accablé par les souvenirs et le chagrin. « Il me manque, » murmura-t-il. « Tous les jours. »« Notre père nous manque aussi, » dit Andrew, assis à côté de lui. « Maman dit qu'il est normal d'être triste parfois. Mais il est encore plus important de se laisser aller à la joie. » Dans le couloir, on entendit un souffle léger. Mason, pâle, observait la scène en silence, Émilie derrière lui. « Les gars, laissons-lui un peu d'espace, » dit-elle doucement. « Ça va, » répondit Jimmy, se surprenant lui-même. « Ils peuvent rester. » Mason entra lentement dans la pièce, scrutant tout avec révérence. « Ta veilleuse est géniale, » dit-il en désignant la lampe en forme de fusée. Carlos avait peur du noir, expliqua Jimmy. Nous lui avons offert ça pour son 5e anniversaire. Émilie est restée à la porte pendant que Jimmy montrait aux jumeaux les livres et jouets préférés de Carlos, ainsi que les histoires qui les accompagnaient. Chaque souvenir remontait à la surface comme l'eau d'un barrage depuis longtemps scellé. La douleur persistait, mais la partager procurait un étrange réconfort. Cette nuit-là, après que les jumeaux se furent endormis, Émilie trouva Jimmy toujours assis dans la chambre. « Désolé qu'ils soient entrés, » dit-elle. « Ils sont naturellement curieux. »« Ne t'excuse pas, » dit Jimmy d'une voix ferme. Il était temps. Elle s'appuya contre le mur. « C'est une belle pièce. Je suis sûr que Carlos était un garçon merveilleux. » C'était vrai, dit Jimmy. Il la regarda, la douleur dans les yeux. « L'accident, c'était ma faute. J'étais au volant. Un camion a grillé un feu rouge. J'ai survécu. » « Oh non !» Émilie s'est rapprochée et s'est assise à côté de lui. « Et tu te punis depuis ?» dit-elle doucement. La vérité leur parvint doucement, mais avec force. La culpabilité d'avoir survécu peut être un lourd fardeau, ajouta-t-elle. Mais vivre dans la douleur n'est pas une façon d'honorer leur mémoire. On n'est pas obligé de la porter éternellement. Jimmy la regarda dans les yeux et, pour la première fois depuis des années, il se sentit perçu, non pas comme un PDG, ni comme un homme riche, mais comme quelqu'un de brisé, commençant lentement à guérir. « Je ne sais pas comment m'arrêter, » admit-il. Émilie lui prit doucement la main. « Tu l'as peut-être déjà fait. Le printemps est arrivé, apportant avec lui le changement. Tout le domaine a repris vie. Les jardins, autrefois paisibles, sont devenus le terrain de jeu préféré de Mason et Andrew. Ils construisirent des forts, explorèrent les recoins cachés de la propriété et aidèrent occasionnellement le jardinier. Les forces d'Émilie revinrent peu à peu. Son visage autrefois pâle rayonnait désormais de chaleur et de vitalité.
Mais la plus grande transformation se produisit chez Jimmy. Un à un, les murs qu'il avait construits commencèrent à s'effondrer. Émilie remarqua comme ses épaules se détendaient lorsque les garçons entraient dans une pièce, comme son rire devenait sincère à leurs histoires. Le silence qui hantait autrefois la maison avait été remplacé par les sons de l'amour. Un samedi matin, Jimmy entra dans la cuisine, à la surprise générale, annonça « Pas de travail aujourd'hui ». « Quoi ?» Mason faillit laisser tomber sa cuillère. « Sérieusement ? Je pensais qu'on pourrait visiter le musée d'histoire naturelle, dit Jimmy. La nouvelle exposition sur les dinosaures venait d'ouvrir. C'était comme si ce genre de sortie familiale spontanée faisait partie de sa vie. À moins que tu ne préfères aller ailleurs? Les dinosaures sont parfaits, répondit Andrew en bondissant pratiquement sur son siège. Émilie les observait, une admiration silencieuse dans le regard. Tu es sûr, Jimmy? Demanda-t-il. Tu travailles habituellement le samedi. Leurs regards se sont croisés. Plus besoin de parler. Le travail peut attendre, dit Jimmy calmement. Et ils savaient tous deux combien ces mots étaient lourds de sens pour un homme qui avait bâti son univers autour du travail. La visite au musée fut un tournant. C'était leur première sortie ensemble, sans lien avec l'hôpital. Juste une simple journée. En groupe. Comme quelque chose de plus. Les gens l'ont remarqué, notamment le personnel du musée qui a reconnu Jimmy Sanders, le célèbre PDG réservé, se promenant désormais avec une femme et deux garçons identiques. Mais Jimmy, qui avait autrefois tant veillé sur son apparence, ne semblait plus s'en soucier. « Monsieur Jimmy Regardes » cria Mason en désignant l'énorme squelette de T-Rex. « Il est encore plus grand que celui de votre bibliothèque. » Jimmy sourit, emporté par l'excitation du garçon. Il se surprit à répondre aux questions avec plaisir. Ses connaissances, étonnamment récentes, provenaient des histoires qu'il lisait à Carlos avant de dormir. Quand Andrew lui prit la main pour l'entraîner vers l'exposition suivante, Jimmy ne s'écarta pas. Le contact lui semblait naturel, familier, comme si c'était à sa place. Depuis un banc voisin, Émilie les observait. Quelque chose remua dans sa poitrine. Une prise de conscience. Jimmy ne se contentait plus d'aider. Il était devenu bien plus que cela. Quelqu'un qui se souciait vraiment d'elle. Quelqu'un qui avait choisi de guérir et de retrouver une vie authentique. Et ce qui la troublait le plus, ce n'était pas la gratitude qu'elle ressentait. C'était aussi à quel point elle l'aimait. « Tu veux une glace ?» demanda Jimmy en sortant du musée et en apercevant un vendeur de l'autre côté de la rue. Les jumeaux n'eurent pas à se le faire dire deux fois. Ils couraient devant, criant leur parfum préféré. Jimmy et Émilie marchaient lentement derrière eux. « Merci, dit-elle doucement. Aujourd'hui a été une grande fête. Je ne les avais pas vus aussi heureux depuis longtemps. »« Moi aussi, je me suis bien amusé, » répondit Jimmy en la regardant. « Plus que je ne l'espérais. »« Tu es super avec eux ?» dit Émilie. « Patient, c'est rare chez les hommes. » Jimmy regardait les jumeaux se disputer au stand de glace pour des garnitures. « Ils rendent les choses faciles, » dit-il. « Ce sont de bons enfants. » « Tu ne leur as pas seulement donné une maison, » ajouta doucement Émilie. « Tu leur as donné de la stabilité, de la sécurité. Quelqu'un sur qui compter. » Jimmy se tourna vers elle, le regard fixe. « À propos de ce que tu as dit la semaine dernière, à propos de trouver ton propre chez toi. » Jimmy, commença-t-elle, mais il la coupa doucement. « Je ne veux pas que tu partes, » dit-il. « Non pas que je sois désolé pour toi, mais parce que je veux que tu restes. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, discrets mais chargés de sens. Aucun d'eux n'était vraiment prêt à déballer ses affaires. Avant qu'Émilie puisse répondre, les jumeaux revinrent en courant. « Monsieur Jimmy, on peut aller au parc le week-end prochain » cria Andrew, les yeux brillants. « Peut-être, » dit Jimmy en jetant un regard à Émilie avec un léger sourire. « On verra bien. » Ce soir-là, tandis que les jumeaux racontaient avec enthousiasme à Madame Sanchez tout ce qu'ils avaient vu au musée, Jimmy trouva Émilie debout dans la chambre de Carlos, les yeux fixés sur la maquette d'avion suspendue au plafond. « Avant, je pensais qu'on devrait partir, » dit-elle, sans se retourner. « Couper les ponts avant que la connexion ne devienne trop forte. Mais maintenant, je ne sais pas si j'en suis capable. » Jimmy entra dans la pièce derrière elle. Ce qui était autrefois un espace rempli de douleur et de souvenirs contenait désormais quelque chose de nouveau, l'espoir. « Alors ne le fais pas, » dit-il d'une voix ferme. Le lendemain matin, la lumière du soleil inondait la cuisine tandis qu'Émilie retournait des crêpes. Son énergie était revenue. Elle paraissait en pleine forme, pleine de vitalité.
L'odeur du café frais et du petit déjeuner emplissait la maison. Un calme domestique que Jimmy n'aurait jamais cru possible. Besoin d'aide? Demanda-t-il en entrant en tenue décontractée, sans costume en vue. Mettez la table, répondit-elle avec un sourire. Les garçons devaient descendre d'une minute à l'autre. Ils travaillaient dans un silence complice. Quand leurs mains se frôlaient pour attraper leurs assiettes, aucun des deux ne s'écartait. Cela semblait naturel. Une reconnaissance discrète du chemin parcouru. Dr. Levine m'a dit que je pouvais réduire mes traitements à une fois par semaine. Dit Emily en remuant la pâte. Mes reins vont mieux que prévu. C'est une excellente nouvelle, répondit Jimmy en s'arrêtant de poser les couverts. C'est vrai, dit-elle, même si sa voix était hésitante. Mais cela signifie aussi que je dois repenser au travail. Je ne peux pas compter sur toi éternellement. Avant qu'il puisse répondre, des pas retentirent dans l'escalier. Mais man, Monsieur Jimmy, cria Mason. Il portait déjà un uniforme de baseball. L'entraîneur a dit que je lance aujourd'hui. Et je joue en première base, ajouta Andrew avec enthousiasme. Tandis que les assiettes remplies de nourriture et les discussions se tournaient vers les positions des équipes et l'excitation du jour du match, la maison, autrefois froide et silencieuse, respirait désormais la vie, le mouvement et le rythme d'une vraie famille. Une vraie famille. Les tensions d'antan avaient disparu, ne serait-ce que pour un instant. Jimmy, qui assistait autrefois aux événements sportifs uniquement pour réseauter, se sentait désormais véritablement investi dans les performances des jumeaux sur le terrain. Au parc du quartier, Jimmy et Emily étaient assis côte à côte sur les gradins métalliques froids, regardant les garçons s'échauffer avec leur équipe. Quelques parents saluèrent poliment Jimmy, mais aucun ne s'approcha. Sa réputation de discrétion créait néanmoins une certaine distance. Ils ont tellement grandi. Dit Emily. Ils ne rentrent même plus dans les vêtements qu'ils portaient en février, répondit Jimmy avec un léger sourire. Les enfants grandissent quand on ne les regarde pas. Emily se tourna pour étudier son profil. Pas seulement physiquement, dit-elle. Ils sont plus confiants maintenant, plus sûrs d'eux, grâce à toi, dit Jimmy en secouant la tête. Ils sont forts par eux-mêmes. Et ils te tiennent, lui dit-elle en le regardant. Mais maintenant, ils te tiennent aussi. C'est de toi qu'on parle plus maintenant. Monsieur Jimmy nous a montré le télescope. Monsieur Jimmy nous a expliqué comment volent les avions. Monsieur Jimmy avait promis de nous apprendre à gagner aux échecs. Jimmy suivit Mason du regard tandis qu'il prenait place sur le monticule. Le visage du garçon était concentré, sérieux. Je n'aurais jamais cru que ça arriverait, murmura Jimmy. Tout ça? Moi non plus, répondit Emily. Ce premier jour, je pensais que tu n'étais qu'un homme riche de plus qui essayait d'atténuer sa culpabilité en aidant. Leurs regards se croisèrent à nouveau, plus profonds cette fois. Mais j'avais tort, ajouta-t-elle. Soudain, la foule éclata en applaudissements. Mason avait éliminé le frappeur. Jimmy se leva et applaudit, plus fort qu'à n'importe quel gala d'entreprise. Ce soir-là, après que les jumeaux furent couchés, Jimmy et Emily s'assirent ensemble sur la terrasse. La douce brise printanière emportait le parfum des fleurs fraîchement écloses. Entre elles se trouvait une pile d'annonces immobilières qu'Emily avait consultées en silence. « Ces annonces sont assez loin de chez ton médecin, » dit Jimmy en parcourant l'une des feuilles. « C'est tout ce que je peux me permettre, » répondit calmement Emily. « J'ai aussi postulé à quelques emplois, des endroits qui s'adaptent à mon programme de traitement. » Jimmy posa les papiers. « Il y a une autre option. »« Jimmy, laisse-moi finir, » dit-il doucement. « Cette maison a 7 chambres. Les garçons adorent leur école. Vos médecins sont à proximité. Tout ce dont vous avez besoin est ici. » Il marqua une pause. « Reste, pas seulement temporairement. Pour de bon. » Emily se détourna, le visage doucement éclairé par la lune. « Les gens vont parler, » dit-elle doucement. « Ils diront que j'ai abusé de ta gentillesse. Que je t'ai utilisé. Laisse-les faire, » dit Jimmy fermement. « J'ai assez vécu en prenant des décisions basées sur l'opinion des autres. C'est fini. Qu'est-ce que tu racontes exactement ?» demanda Emily d'une voix à peine audible. Jimmy lui prit la main. « Je dis qu'il faut arrêter de prétendre que c'est temporaire. Quoi que ce soit, donnons-lui une vraie chance. » Il lui serra doucement la main. « Je ne te demande pas de réponse maintenant. Ne pars pas. » Une lueur brilla dans les yeux d'Emily. « J'ai peur, » admit-elle. « Pas de toi. De l'espoir. De laisser espérer les garçons. De leur offrir quelque chose qui pourrait ne pas durer. J'ai peur aussi, » dit Jimmy. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai plus peur de perdre cela que de le garder. Et dans le silence de la nuit,
leurs mains restèrent jointes. Une promesse silencieuse qu'ils affronteraient l'avenir ensemble. L'été arriva, apportant lumière et vitalité. Les vastes jardins devinrent le terrain de jeu préféré de Mason et Andrew. Ils construisirent des forts, explorèrent les recoins du domaine et aidèrent parfois le jardinier. La maison aussi avait changé. Des dessins d'enfants couvraient le réfrigérateur, de petites chaussures encombraient l'entrée, et les rires avaient remplacé le silence autrefois solennel du manoir. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Jimmy avait demandé à Emily de rester. Elle n'avait pas dit oui, mais elle n'était pas partie non plus. Au lieu de cela, une routine s'était installée. Une routine qui commençait à ressembler à une vraie famille. « Maman, Monsieur Jimmy, venez voir !» cria Andrew un samedi matin en faisant irruption dans la salle à manger où Jimmy et Emily prenaient leur café. Il était couvert de boue, radieux, et tenait une petite tortue. Mason se tenait derrière lui, tout aussi couvert de boue et tout aussi ravi. « Nous l'avons trouvé près de l'étang », dit Mason avec enthousiasme. « On peut le garder ?» Jimmy jeta un coup d'œil à Emily, qui haussa un sourcil. Ils avaient appris à communiquer sans parler, signe supplémentaire de la profondeur de leur lien. « Les tortues ont besoin de soins particuliers, dit Jimmy d'un ton sérieux. On devrait d'abord découvrir ce dont il a besoin. On peut lui construire une maison, proposa Andrew. Vous n'avez rien dans le garage, Monsieur Jimmy? Moi si, répondit Jimmy, surpris de voir à quel point les garçons étaient désormais impliqués dans tout ce qu'ils possédaient. Emily sourit en les observant. D'abord, faites la vaisselle, ensuite nous chercherons ensemble comment prendre soin d'une tortue. Les jumeaux s'enfuirent, laissant des traces de boue sur leur passage. Autrefois, ce genre de désordre aurait agacé Jimmy. Maintenant, il le remarquait à peine. Tu sais ce que ça veut dire? La taquina Emily. On construit un complexe hôtelier pour tortues cet après-midi, gloussa Jimmy. Je dirige une entreprise de plusieurs milliards de dollars. Je pense pouvoir concevoir la maison de mes rêves pour une tortue. Leur rire était fluide, ce qui était de plus en plus fréquent ces derniers temps. Le reste de la journée s'est déroulé dans une harmonie paisible. Ils ont cherché des conseils d'entretien en ligne, rassemblé du matériel et travaillé ensemble au jardin. Jimmy, qui autrefois déléguait toutes les tâches, s'agenouillait maintenant dans la terre pour expliquer les techniques de drainage aux jumeaux. Madame Sanchez apporta un plateau de limonade et s'arrêta pour observer la scène. Le PDG autrefois solitaire, souriant et couvert de boue, aidait 2 garçons à construire un abri pour tortues. Elle échangea un regard entendu avec Emily. Toutes 2 reconnurent silencieusement le chemin parcouru. Ce soir-là, après avoir bordé les garçons, une habitude que Jimmy exécutait désormais avec une dévotion silencieuse, il s'assit avec Emily dans la bibliothèque, verre à vin à la main. La maison des tortues était plutôt réussie, dit Emily, blottie dans un coin du canapé. Peut-être avez-vous raté votre vocation d'ingénieur en habitat. Jimmy rit, plus détendu qu'il ne l'avait jamais été au début. Le conseil serait choqué s'il me voyait couvert de poussière, plaisanta-t-il. Ils ont été plutôt compréhensifs concernant tes changements d'horaire, remarqua Emily. C'est un avantage d'être le fondateur, répondit-il, mais mon équipe est solide, ils ont tout géré pendant mon absence. Ils restèrent assis tranquillement un moment, le léger tic-tac de l'horloge ancienne et le bourdonnement subtil de la maison étant les seuls bruits. J'ai reçu une offre d'emploi aujourd'hui, dit finalement Emily. Un poste de directeur dans une association à but non lucratif. Ce n'est pas très bien payé, mais ils sont flexibles avec mon programme de traitement. Jimmy posa lentement son verre. C'est une excellente nouvelle. Quand commences-tu? Je n'ai pas encore dit oui, admit-elle en l'observant attentivement. Si je l'accepte, je devrais prendre d'autres décisions. L'air devenait plus lourd, avec tous ces non-dits. Avait-elle prévu de partir? Tout cela n'était-il que temporaire? Jimmy, dit-elle doucement, ça fait un moment qu'on flotte dans cet entre-deux. Les garçons se sentent chez eux ici, et toi, ils te voient comme un membre à part entière de ce foyer. Une famille, dit Jimmy d'une voix chargée d'émotion. Elle hocha la tête. Ils se sont attachés à toi, et moi aussi. Jimmy s'approcha et lui prit la main. Et toi? J'ai appris à aimer l'homme derrière les murs, dit Emily. Celle qui construit des abris pour tortues, encourage les matchs de baseball et ouvre des portes que je croyais fermées à jamais. Jimmy caressa doucement sa paume du pouce. Je ne pensais pas ressentir ça à nouveau, murmura-t-il. Après Sarah et Carlos, je pensais que l'amour était trop dangereux, trop douloureux. Et maintenant? Demanda Emily. Maintenant? Dit Jimmy, j'ai peur. Parce que pour la première fois depuis des années,
J'ai quelque chose que je ne veux pas perdre. Émilie se pencha jusqu'à ce que leurs fronts se touchent. Puis, demande-nous de rester, murmura-t-elle. Ni en tant qu'invité, ni par pitié. Demandez-nous pour de vrai. Le lendemain, Jimmy était assis à son bureau, les yeux rivés sur une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une bague ancienne héritée de sa grand-mère, qu'il avait conservée dans un coffre-fort pendant des années. Après leur conversation de la veille, il l'avait récupérée, les mots d'Émilie résonnant dans son esprit. Alors, demande-nous pour de vrai. C'était à la fois palpitant et terrifiant. Jimmy Sanders, toujours décisif en affaires, se sentait figé. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. « Monsieur Jimmy ?» Andrew jeta un coup d'œil par la porte. Maman a dit que le déjeuner était prêt. « J'arrive tout de suite », répondit Jimmy en glissant rapidement la boîte dans un tiroir. Andrew S. tarda. « Ça va? Tu as l'air nerveux. » Jimmy sourit faiblement. « Je réfléchissais juste à quelque chose d'important. Est-ce que c'est pour savoir si on reste ?» demanda Andrew sans détour. « Parce qu'on en a envie. Pour toujours. » Jimmy cligna des yeux, pris au dépourvu. « Vraiment ?» Andrew hocha la tête. « Maman sourit davantage ici, et tu es plus heureux quand on est tous ensemble. On le voit. Tu es un enfant intelligent, » dit Jimmy doucement, visiblement ému. Andrew haussa les épaules. « Mason remarque plus de choses que moi, mais je remarque l'essentiel. » Il marqua une pause, puis ajouta « Maman t'aime. » Son sourire est différent quand tu es là. Avant que Jimmy puisse répondre, Andrew s'est précipité. Au déjeuner, Jimmy était assis en silence, regardant Émilie rire à une remarque de Mason. Quand elle le regarda, il vit ce sourire dont Andrew avait parlé. Celui qui le réconforta plus qu'il ne l'aurait cru. « Et, » dit Jimmy en débarrassant la table. « Voulez-vous aller au lac cet après-midi? C'est une belle journée. » Les jumeaux ont applaudi. Le lac privé du domaine, avec son quai et son hangar à bateaux, était devenu l'un de leurs endroits préférés pendant l'été. Quelques heures plus tard, alors que le soleil baissait dans le ciel, Jimmy et Émilie étaient assis sur le quai, regardant les garçons barboter et rire dans l'eau peu profonde. Leur rire résonnait sur l'eau, plein de vie. « J'ai parlé à l'association ce matin. » dit Émilie, « j'ai demandé quelques jours supplémentaires pour prendre une décision. » Jimmy hocha la tête, sa main effleurant l'écrin de sa poche. « Qu'est-ce qui te retient ?» demanda-t-il. « Tu sais, » dit-elle en le regardant, « c'est la même chose qui te fait bouger en ce moment. » Il y avait de la douceur dans son regard. « Quoi que tu penses, dis-le. » Jimmy prit une longue inspiration. « Quand j'ai acheté cette petite voiture au garçon, je ne pensais pas que ça changerait quoi que ce soit, » dit-il. « J'étais vide, je vivais simplement, sans vraiment vivre. » Il jeta un coup d'œil au garçon sur la rive, puis à elle. Soudain, la maison se remplit de nouveau de bruit. De vie. Avec amour. Ce n'est pas de la charité. Si? Demanda doucement Émilie. Jimmy secoua la tête. Au début, je le pensais, mais il me rappelait comment aimer à nouveau. Il me rappelait Carlos, mais aussi tout ce que j'avais refoulé. Émilie lui prit la main. Et maintenant, je ne peux plus imaginer cette maison sans toi, sans tes rires dans la cuisine, sans leurs pas dans les couloirs, sans la famille que nous avons construite. Il sortit la boîte et l'ouvrit, révélant la bague en émeraude entourée de diamants. « Je ne t'offre ni argent ni réconfort, » dit-il d'une voix ferme mais pleine d'émotion. « J'offre une vie, une vraie vie. Une vie qui honore le passé, mais qui n'en est pas prisonnière. » Il lui prit doucement la main. « Émilie Miller, » dit-il, « est-ce que toi et tes merveilleux garçons feraient de cette maison votre foyer pour toujours? Veux-tu m'épouser ?» Les larmes montèrent aux yeux d'Émilie. Les secondes passèrent, longues et silencieuses, avant qu'elle ne hoche enfin la tête. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, nous resterons. Oui, je t'épouserai. » Les mains de Jimmy tremblaient lorsqu'il glissa la bague à son doigt. Puis il la serra fort dans ses bras. Leur baiser commença doucement, empreint de tendresse, puis s'approfondit, promesse tacite de guérir ensemble et d'affronter l'avenir ensemble. Soudain, un grand plouf et des rires interrompirent ce moment. Les jumeaux revinrent en courant, trempés et les yeux écarquillés. « Qu'est-ce passait-il » demanda Mason, remarquant les larmes de sa mère et l'expression de Jimmy. Émilie leva la main, la bague captant les derniers rayons du soleil. « Monsieur Jimmy nous a simplement demandé de rester, » dit-elle chaleureusement. « Pour toujours. » En famille, les garçons fixèrent la bague, puis les deux adultes. « Attends, ça veut dire que tu vas te marier » demanda Andrew prudemment. Jimmy hocha la tête.
Si ça te va. Les jumeaux échangèrent un regard silencieux, puis esquissèrent un large sourire. On peut t'appeler papa maintenant? Demanda Mason avec audace. Jimmy fut surpris, s'attendant à une hésitation. Pas ça. Je serais honoré, dit-il, la voix chargée d'émotion. Mais seulement quand tu seras prêt. Les garçons se jetèrent dans leurs bras, manquant de les faire tomber à l'eau. Rires et larmes se mêlèrent à la lumière dorée du soleil couchant. Cette nuit-là, après que les garçons se furent endormis, Émilie était assise sur le porche, regardant sa bague au clair de lune. Jimmy se tenait à côté d'elle, pensant à Carlos. Pour la première fois, sans douleur. Au lieu de cela, il ressentait une douce douleur, pleine de gratitude. Il savait que Carlos serait heureux pour lui, pour eux tous. Dans sa poche, il portait toujours la petite voiture rouge, non pas en souvenir de chagrin, mais comme symbole d'un nouveau départ. 6 mois plus tard, Jimmy Sanders, autrefois connu comme l'homme d'affaires brillant mais distant, assistait à un gala de charité à Boston, accompagné d'Emily et des jumelles. Leur fiançailles était devenue le sujet de conversation de toute la ville. À leur entrée dans la salle, ils furent accueillis par Daniel Armstrong, le président du conseil d'administration. « On te croyait père de famille », taquina Daniel en regardant Jimmy guider doucement Emily, une main dans le dos. « Daniel, je te présente ma fiancée, Emily Miller. » Emily était radieuse dans sa robe bleu profond, la bague en émeraude reflétant la lumière lorsqu'elle lui tendit la main. « C'est un plaisir, monsieur Armstrong. Jimmy m'a dit beaucoup de bien de vous. » Daniel, légèrement surpris, s'est vite remis. « Tout le plaisir est pour moi. »« Tout has changed, Jimmy. » Plus heureux. Maintenant, je comprends pourquoi. Au fil de la soirée, Jimmy présenta Emily à ses collègues et connaissances. Certains l'accueillirent chaleureusement, d'autres, plus curieux, observèrent discrètement celle qui avait capturé le veuf le plus admiré de la ville. « Il m'observe, » murmura Emily en dansant, la mère célibataire qui a conquis le cœur du milliardaire. Jimmy la serra contre lui, se laissant guider par la musique de l'orchestre. « Qu'il se demande, dit-il, nous connaissons la vérité. »« Et qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en souriant. « C'est moi qui ai de la chance. » Répondit-il d'une voix douce. « Tu m'as donné une seconde chance de bonheur que je pensais ne jamais avoir. » Sur le chemin du retour, Emily posa sa tête sur l'épaule de Jimmy dans la voiture. « Les garçons doivent exiger des détails, » dit-elle, en parlant de Mason et Andrew. « Surtout Mason, il s'attend à des plaques d'or. » Jimmy rit. Attendez qu'ils entendent parler de la fontaine à chocolat. De retour au manoir, ils trouvèrent Madame Sanchez en train de lire un livre aux jumeaux, qui refusaient de dormir avant le retour de leur mère et de Jimmy. « Maman, papa » s'écria Mason. Le mot « papa » était désormais naturel, il faisait partie de leur vie. Chaque fois qu'il l'entendait, Jimmy ressentait une chaleur qui le submergeait presque. « Comment s'est passée la soirée chic » demanda Andrew tandis qu'Emily retirait ses chaussures. « Pour être honnête, plus ennuyeuse qu'on ne le pense, » répondit Jimmy en desserrant sa cravate, plein d'adultes discutant travail. « Two is dance » demanda Mason en faisant de la place sur le canapé. « On l'a fait » dit Emily en s'installant. « Et devine quoi, ton futur papa sait vraiment danser. » Les garçons se sont illuminés. « Tu peux nous apprendre » demanda Andrew avec empressement. « Alors, on est prêt pour les soirées chic ?»« Bien sûr » dit Jimmy en souriant. « Mais ça n'arrivera pas avant un moment. » Madame Sanchez sortit discrètement, le sourire aux lèvres. C'était l'image même d'un vrai foyer, loin des nuits froides et silencieuses qui autrefois enveloppaient la maison. « J'ai eu un en un à mon projet de science » lança Mason. « J'ai été choisi pour la pièce de théâtre de l'école » ajouta Andrew. « Madame Peterson a dit que mon modèle d'écosystème était le meilleur qu'elle ait jamais vu. » Poursuivit Mason, pour ne pas être en reste. Emily et Jimmy échangèrent un regard, la fierté et la joie rayonnant entre eux. Ces petits triomphes, ces instants de la vie ordinaire, étaient devenus le cœur de leur nouvelle réalité. Ce soir-là, ils se retrouvèrent dans l'ancienne chambre de Carlos, désormais un espace chargé de souvenirs et de sens. Le passé et le présent s'entrelaçaient délicatement. Jimmy avait un jour envisagé de la transformer en chambre pour les jumeaux, mais Emily avait gentiment décliné. « Il fait partie de notre histoire » avait-elle dit. « Nous n'effaçons pas le passé, nous en tirons des leçons. » À mesure que le jour de leur mariage approchait, Jimmy prit conscience de la sagesse silencieuse d'Emily. La pièce n'était plus un sanctuaire dédié au chagrin. C'était un pont, tout comme lui. 3 semaines,
murmura Émilie en s'appuyant sur son épaule. Tu regrettes quelque chose? D'avoir seulement laissé les garçons porter les alliances, plaisanta Jimmy. Je n'arrête pas de les imaginer se précipiter vers l'hôtel. Jimmy rit. Madame Sanchez les menaçait de ne pas leur donner de dessert pendant un mois s'ils se comportaient mal. Ça, c'est de la vraie motivation. Alors qu'ils éteignaient la lumière, Jimmy dit, « Même si ça tourne au cirque, tant que tu es ma femme et que nous sommes une famille, ça suffit. » Émilie l'embrassa tendrement. « Nous sommes déjà une famille, le mariage n'est qu'une formalité. » Le jardin était en pleine floraison le jour de la cérémonie. La lumière du soleil ruisselait. Une odeur parfumée flottait autour des invités souriants. Exactement un an après la demande en mariage de Jimmy au bord du lac, il ne célébrait pas un mariage traditionnel, mais un renouvellement de vœux, plus personnel, plus profond. Sous une arche fleurie, Émilie, vêtue d'une robe en dentelle, faisait face à Jimmy, les yeux emplis d'émotion. Entre eux, Mason et Andrew se tenaient debout, tenant chacun un coussin de velours surmonté d'une alliance. Leurs visages rayonnaient de fierté. Il y a un an, The Efficient voyait le jour. Cette famille de 4 personnes était née. Aujourd'hui, ils célèbrent ce voyage et renouvellent l'amour qui les a amenés ici. Jimmy regarda Émilie, toujours étonné qu'elle soit là. Toujours étonné qu'elle l'aime. Quand j'ai rencontré pour la première fois 2 braves garçons qui vendaient une petite voiture, commença Jimmy, je n'aurais jamais imaginé qu'ils me redonneraient vie. Toi et eux avez guéri des blessures que je croyais infernales. Émilie serra plus fort ses mains. Tu nous as sauvés, dit-elle. On peut sauver une famille de toutes les manières possibles. Mais plus que cela, tu nous as aimés, pleinement, par choix. Les jumeaux leur passèrent les alliances, comme pour un échange sacré. En glissant l'anneau au doigt d'Émilie, Jimmy vit la gravure à l'intérieur. Seconde chance. La boucle était bouclée. D'une petite voiture rouge à une vie entièrement nouvelle. La preuve que même les cœurs les plus brisés pouvaient retrouver la joie. Dans les portes les plus inattendues, l'amour s'est ouvert. La fin.